un parquet d'eau sous des voûtes de feuilles. Colonisée par le débordement du fleuve, la forêt se dédouble et se noie en elle-même. Le ventre alourdi, Kaloa semble subir une métamorphose comparable. Elle aussi se dédouble depuis que son compagnon, Zuko, a fait germer la vie en elle. Sur sa joue encore déchirée, Wakima le Pécari a laissé sa signature sous la forme d'une blessure qui ouvre les chairs presque jusqu'à l'os. Bien qu'elle tarde à se cicatriser, la plaie que Kaloa nettoie régulièrement du revers de sa patte ne s'est pas infectée. Zuko se tient toujours à proximité. Voici plusieurs mois qu'il demeure près de Kaloa. Un jour, celle-ci a fait irruption sur son territoire. Depuis, sans consulter le jeune mâle, elle y est restée, affirmant sans cesse son statut d'animal dominant. Semblable comportement n'est pas si courant. Normalement, un mâle de passage se contente de féconder la femelle et l'abandonne aussitôt. Zuko, lui, a préféré faire son apprentissage avec Kaloa et parvenir près d'elle, à la maturité. Kaloa le rejoint et semble longuement considérer la situation. Elle s'est habituée à Zuko, mais pressent que sa présence l'encombrera bientôt. Quand ils renouent avec leur jeu d'autrefois, Zuko se fait vertement rabrouer. Consolatrice, Kaloa revient vers lui, mais ses efforts de conciliation ne feront que prolonger le malentendu. Et Zuko se croit à tort autorisé à reprendre leurs ébats. Finalement, Kaloa choisit de s'isoler. Elle se dirige vers un arbre abattu et, frottant son pelage sur l'écorce, entreprend de le marquer. Sur le tronc, quiconque passera par là et flairera son odeur pourra lire un message olfactif. Un avertissement qui proclame que Kaloa, désormais, ne désire plus se laisser approcher. Les inondations annuelles rendent sa jeunesse à la forêt. Partout, comme si tant d'eau matricielle nourrissait la sève et le sang des êtres, la genèse recommence pour les oisillons qui piaillent au creux du nid, pour l'opossum ou pour le lamantin, pour Kaloa au ventre fécondé, ou pour Pincho, le capybara en exil. L'instinct a guidé Pincho vers la rive où il créera une famille. Une jeune femelle semblait l'y attendre. Elle s'offre à lui, comme le font souvent les capybaras, au fil de l'eau.
L'anatomie des capybaras, spécialement adaptée à la nage, facilite leurs ébats. Les doigts, par exemple, sont reliés par une membrane qui transforme les pattes en palmes. Quand finira la saison des pluies, la compagne de Pinchot mettra au monde, comme elle le fait chaque année, une portée de 5 ou 6 petits. Dès l'enfance, ils apprendront qu'ils ont un allié, un recours, un protecteur. Il se nomme Amazone. Sur le bord du fleuve, large comme l'océan et comme lui bordé de plages, une créature ondoyante aux reflets gris et roses joue avec la lumière. Cette silhouette aux reflets incertains est celle d'un dauphin rose nommé Chan. Chan est un vieillard, un patriarche en quête d'asile. Le dauphin rose est l'un des premiers habitants du fleuve. Jadis, l'Atlantique, à peine créé par la séparation de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, remplissait encore de ses eaux la cuvette amazonienne. Les ancêtres du dauphin rose peuplaient ce golfe ouvert sur l'océan. Plus tard, la gigantesque baie se referma et ses eaux, cernées par les terres continentales, formèrent une mer intérieure. Et quand les Andes se furent soulevées à l'est, faisant couler vers l'Atlantique des fleuves précédemment orientés vers le Pacifique, l'eau douce remplaça l'eau de mer. Ainsi naquit l'Amazonie. Les dauphins s'adaptèrent à leur nouveau milieu, ils s'accommodèrent de l'eau douce dans laquelle il leur faudrait vivre désormais, et une nouvelle espèce se développa. La souplesse de Chan est supérieure à celle des dauphins d'océan. En effet, ces 7 vertèbres cervicales ne sont pas soudées, ce qui lui donne la flexibilité nécessaire s'il y a lieu pour se déplacer entre les arbres inondés. De nombreuses espèces de poissons siluriformes, aussi appelés poissons-chats, vivent dans les fleuves du bassin amazonien. Ils doivent leur nom commun aux barbillons qui pendent de chaque côté de leur bouche. Ils sont parfois cuirassés de plaques osseuses sur toute la ligne médiane du corps, là où se trouve leur pore sensoriel. Leurs nageoires, notamment la nageoire dorsale, sont maintenues érigées par une structure épineuse qui raidit leur apparence, rendue anguleuse et agressive. Théoriquement, ces épines sont aussi destinées à laisser un mauvais souvenir aux prédateurs et à les dégoûter de l'espèce.
dauphin rose, les protections du poisson-chat ne sont que faiblement dissuasives. Comme tous ses congénères, Chan est presque aveugle. Une vision normale ne lui servirait guère dans un milieu constamment boueux. Il ne pêche donc qu'en repérant sa proie par le système d'écholocation qui permet à tous les dauphins de projeter des sons et d'analyser l'écho rendu quand ils rencontrent un obstacle. Ainsi qu'en attestent les griffures du temps sur sa peau, Chan est un vieil animal fatigué qui peine à ingérer sa proie. Chan semble porter sur son dos toute la vieillesse de ce monde qu'on dit nouveau et dont il est, selon les hommes qui vivent le long du fleuve, l'hôte le plus ancien et le plus sacré. Sur la berge d'un affluent de l'Amazone, le clan des loutres s'éveille. L'une d'elles, Yaga, s'agite devant l'entrée du terrier pour rameuter le reste de sa famille. Bientôt apparaîtront les uns après les autres ses sœurs ainsi que Deo, son compagnon. Une communauté de loutres compte en général de 5 à 9 individus qu'unissent des liens familiaux très forts. La loutre géante d'Amazonie mesure près d'1,80 m. Comme le dauphin rose, la nature l'a dotée d'une souplesse exceptionnelle. L'énergie qu'elle déploie l'oblige à reconstituer au moins 4 fois par jour ses réserves de calories. La pêche, souvent pratiquée en groupe, occupe donc une grande partie de son temps. De nombreux poissons fréquentent les prairies de jacinthe d'eau qui flottent à la surface du fleuve. C'est là, bien souvent, que les loutres viennent se ravitailler. Elles y pêchent également des grenouilles ou des crabes. Il peut aussi arriver qu'une loutre combative parvienne à débusquer et à tuer un très jeune caïman. Quand une proie a été capturée, et si elle ne l'a pas dévorée sur le site même de la pêche, la loutre se plaît à la consommer toujours au même endroit, comme si elle éprouvait le besoin de prendre ses repas dans une zone particulière de son habitat, une zone faisant en quelque sorte office de salle à manger. La salle à manger est généralement communautaire. Les poissons pêchés par les différentes loutres du clan y seront prestement ramenés et consommés avec une grande délicatesse. Selon l'humeur du jour, il pourra arriver qu'on se les partage ou, au contraire, qu'on se les dispute à grand renfort de cris et de grognements. Aussitôt son repas achevé, Yaga se remet en chasse de quelques proies supplémentaires à attraper d'un coup de mâchoire. Elle s'enfonce dans les eaux obscurcies par les radeaux de jacinthe.
Au fond du fleuve, Sereia et son fils, les Lamentins, ont rejoint la petite troupe à laquelle ils appartiennent. Les Lamentins passent le plus clair de leur temps à manger. En effet, la lenteur de leur métabolisme ne suffit pas à compenser la faiblesse nutritive des plantes dont ils se nourrissent et qui doivent donc être consommées en plus grand nombre. La lèvre supérieure, à laquelle des soies confèrent une sensibilité tactile très aiguisée, est puissamment musclée. Grâce à cet organe, le lamentin peut brouter les herbes du plancher fluvial ou happer les jacins qui flottent à la surface. L'animal contribue ainsi à libérer les eaux des radeaux de plantes qui limitent la pénétration de la lumière. 30 à 50 kg de végétaux sont dirigés vers un tube digestif dont la longueur dépasse 20 mètres. Pour se défendre des lamentins, les plantes ont développé des systèmes de protection. Certaines portent des aspérités qui les rendent râpeuses. D'autres contiennent des tanins ou des nitrates. En retour, l'évolution a donné aux lamentins des molaires renouvelés au rythme de leur abrasion et une flore intestinale qui neutralise les agressions chimiques. À coups d'enchère et de surenchère, chacun accroît ainsi sans cesse le prix de sa survie. Les loutres ont terminé leur repas. Juste à côté de la salle à manger se trouve une zone qu'elles ont destinée au repos et au jeu. C'est là, dans une eau faiblement profonde, qu'elles se prélassent, sous les rayons du soleil qui montent. Et c'est là qu'elles s'activent à leur toilette. Pour la loutre géante de l'Amazone, la saison des pluies est celle de l'abondance. C'est en effet l'époque de l'année où beaucoup de poissons quittent les profondeurs du fleuve pour aller nager dans les varzeas, vastes forêts inondées, où ils ont pris l'habitude de frayer. Ces poissons, dont la vigilance est alors engourdie, nagent moins vite qu'à leur habitude, et il suffit aux loutres d'un coup de dent bien ajusté pour les croquer sans fatigue. Les loutres pratiquent de nombreux rituels sociaux. Mordillement au cou, caresses ou frôlements. La hiérarchie détermine ses usages. Dans un groupe, une femelle, ici Yaga, domine généralement les autres individus. Chez les loutres, le territoire est découpé en zones dont chacune est affectée à un usage particulier. Salle à manger, salle de jeu ou, comme ici, toilette publique. C'est là que les animaux du clan viennent, les uns après les autres, déféquer ou uriner. La rapidité de leur métabolisme rend ces besoins fréquents puisque la totalité d'un repas transite d'un bout à l'autre du tube digestif en quelques heures seulement. La besogne accomplie, chacun des animaux prend soin de piétiner ses excréments afin d'en exalter les odeurs, puissantes et musquées. La puanteur ainsi obtenue servira de borne territoriale
et fera savoir aux étrangers qu'ils entrent sur une propriété privée. Si les loutres s'attachent à accumuler, à mélanger et à touiller ainsi leurs excréments, c'est aussi parce qu'il en résultera une odeur collective dans laquelle se reconnaîtra tout le groupe. L'étranger, ça n'est pas seulement pour les loutres celui qui transgresse les frontières du territoire. C'est aussi celui dont l'odeur se repère parce qu'elle est singulière plutôt que commune, proclamée plutôt que partagée. Les loutres peuvent passer de longs moments à glisser dans leurs excréments comme sur un toboggan. Parfois, la zone de marquage olfactif s'étend au point que toute végétation meurt, brûlée par l'urine et les matières fécales, dans un rayon de plusieurs mètres. Quand les loutres se retirent, jusqu'à leur visite suivante, des oiseaux prennent possession du terrain, qu'ils arpentent pour recueillir dans les matières fraîchement déposées des résidus de poissons ou une bouillie d'arêtes, semi-digérée. De nombreuses légendes courent dans la forêt sur les créatures des eaux. Certains racontent que c'est le rire du fleuve qui se fait entendre dans le cri des loutres. D'autres disent que les dauphins roses fécondent les femmes célibataires et que de cet accouplement naît parfois un chaman ou un sorcier. D'autres encore parlent des fantômes qui se réunissent au creux des chenaux. Et pour tous, le miroitement de l'eau est la porte de feu qui mène à l'autre monde.